Merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout de suite, le sommaire. Le scrutin de dimanche prochain aura lieu. Le gouvernement l'a réaffirmé par la voix du ministre des Affaires étrangères. On en parle dans quelques secondes. Ce soir d'ailleurs, on fait un point complet sur les élections. L'état du fichier, l'état d'avancement des retraits de cartes électeurs, la disponibilité des centres de vote, notamment dans les régions. Nos reporters nous en parlent dans un instant. Et pour compléter cette actualité, nous recevrons le ministre en charge des élections, Chergueï, et ce, sur ce plateau. L'actualité sur le continent, on en parle aussi, notamment en Somalie. La communauté internationale promet de renforcer la sécurité. Et puis comme tous les week-ends, Week-end Sport Koumadia Temar nous fait un point complet sur les activités phares de la semaine et bien sûr l'agenda du week-end à ne surtout pas rater. Le scrutin donc se tiendra à date échue, à savoir ce dimanche. Aucune possibilité de report n'est à envisager puisque le fichier est fiable. Ce sont les points saillants de la déclaration du ministre des Affaires étrangères, Maître Madi Kenyang. Elle s'est exprimée à l'issue de sa rencontre avec le corps diplomatique accrédité à Dakar, Fatou Diouf. 2 tours d'horloge pour s'entretenir avec le corps diplomatique, plus d'1 heure avec la presse nationale et internationale. À tous, le message est clair. Le retrait du président Wade à la tête du pays se fera que par la voie des urnes. Toutes les dispositions sont prises pour une élection libre, transparente et démocratique. Maître Madi Kenyang écarte toute possibilité de fraude électorale. Le système ne permet pas un vote multiple. L'inscription double ne peut exister que si on s'inscrit à l'étranger, parce qu'il y a 2 fichiers. Un fichier du Sénégal et un fichier de l'étranger pour les Sénégalais, et cela est prévu par la loi électorale. Nous avons une situation de l'ensemble du pays. Les cartes qui sont distribuées, les cartes qui restent, qui sont distribuées, c'est 383 032 cartes sont distribuées présentement. Dans l'état que nous avons, il reste sur le terrain à distribuer 469 122 cartes. Mais cela, nous les avons à partir de jeudi, vendredi, en fin de semaine. Mais quand l'Union européenne nous réclame ça en début de semaine, nous ne pouvons pas donner les chiffres actuellement, tant que nous n'avons pas le feedback avec les autorités administratives qui sont sur le terrain et qui gèrent les plus de 600 commissions qui distribuent les cartes. Mais voilà la situation actuelle. À la communauté internationale, Maître Madi Kenyang a demandé d'être neutre. Il ajoute que jamais la liberté de manifestation n'a fait l'objet de restrictions. L'exception a été introduite par l'arrêté. Il était loisible par les partis politiques. Cet arrêté ne date pas de maintenant de l'attaquer et de considérer que cet arrêté est en contradiction avec telle disposition de la loi. Personne ne l'a attaqué. Je dis même dans la situation actuelle, les 3 candidats de la place de l'Obélisque ou de la place de l'Indépendance, comme je les appelle, ces 3 candidats auraient pu même saisir la cour d'appel et de considérer par une requête qui permettra à la cour d'appel de statuer en toute urgence, de considérer que leurs droits dans la campagne électorale sont violés. La cour d'appel aurait dit le droit. 72 ans nous séparent de la présidentielle. Tout le matériel électoral est disponible dans les différentes localités du Sénégal. Une assurance du messager des élections. Maintenant, il ne reste qu'à recourir à l'arbitrage du peuple. Rendez-vous dimanche 26 février dans les différents centres de vote du pays. Et maintenant, on est à moins de 48 heures de ce scrutin. Et dans les régions aussi, on est prêt pour le vote de dimanche prochain, même si une certaine lenteur est notée, notamment dans la délivrance des cartes d'électeurs, sans compter bien sûr le nombre important d'abris provisoires. À Touba, la mission d'observation de l'Union européenne a rencontré l'administration territoriale. On fait le point avec vous, Aline Badarakan. Une courte escale à Diourbel pour saluer le gouverneur et recueillir ses observations sur le déroulement du processus électoral dans la zone. Mamadou Ibrahimoulou rassure et estime que l'administration territoriale est fin prête pour une bonne organisation de la présidentielle dans la région et en particulier à Touba. Ensuite, place aux réalités du terrain. À Touba, le constat est là. Sur les 469 bureaux de vote, les 420 sont des abris provisoires. Cela s'explique. Ici, le corps électoral dépasse 213 000 électeurs.
Ensuite, cap sur un grand centre de distribution de cartes électorales situé à Darou Khoudoss. Thaïs Berman ne veut rien rater. Alors c'est parti pour une série de questions-réponses avec les responsables du centre. L'Union européenne souhaite que tous les électeurs puissent obtenir leur carte. La préparation technique de ces élections, je pense que nous pouvons dire que les autorités font bien tout pour que ça réussisse techniquement, logistiquement. Ceci dit, il y a évidemment des problèmes parce que c'est un défi majeur dans un pays comme le Sénégal de faire en sorte que ça réussisse sur tous les plans. Et notamment sur la distribution des nouvelles cartes d'électeurs, on voit que non, tous les électeurs n'auront pas leur carte et c'est dommage. Cette situation préoccupe également l'administration territoriale qui a mis les bouchées doubles pour accélérer le processus de délivrance des cartes. Nous y sommes depuis plusieurs semaines et ceux qui ont suivi la presse locale savent qu'à Touba, depuis plus de 20 jours, il y a un communiqué qui pense en boucle pour demander aux électeurs de venir voter. Mais également, nous avons fait ici 3 émissions interactives dont la dernière en date est celle d'hier. Entre 15h et 15h, entre 15h et 16h, et nous avons toujours donné ces explications et les électeurs sont en train de retirer massivement les cartes. Et à Touba, nous avons mis 64 commissions de distribution et dans ces commissions, les cartes sont triées non seulement par sexe et par nom de famille. Tout ça pour permettre aux électeurs de pouvoir disposer des cartes assez rapidement. À 48 heures du premier tour de la présidentielle, toutes les attentions se focalisent sur le Sénégal, une vieille démocratie en Afrique qui suscite bien l'intérêt de la presse étrangère. Alors donc que les dernières heures de ce scrutin s'égrènent, eh bien les rencontres se multiplient aussi. Le ministre en charge des élections a par exemple rencontré les responsables de services de son département ainsi que les observateurs électoraux. Le point a été notamment fait sur plusieurs questions et le sentiment global et la satisfaction. 460 000 cartes d'électeurs ont par exemple déjà été distribuées. Cela représente plus de la moitié selon le patron des élections. Le point sur cette rencontre avec Ndaya Dadia. La présidentielle sénégalaise va bel et bien se tenir ce dimanche malgré les suspicions sur un probable report du scrutin. Le ministre en charge des élections est formel là-dessus. Toutes les dispositions ont déjà été prises pour le respect du calendrier républicain. Le 26, il y aura bel et bien élection présidentielle. Nous, au ministère chargé des élections, nous en avons terminé. J'ai dit tout à l'heure qu'actuellement on s'occupe des législatives. Concernant les présidentielles, nous vous attendons, vous les électeurs. Le ministre en charge des élections échangeait ce matin avec les observateurs électoraux. Ils sont au nombre de 5000 répartis sur tout le territoire sénégalais. La tutelle a voulu les rassurer sur le processus électoral. L'occasion a été saisie pour faire le point sur la distribution des cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs sont sur le terrain en train d'être distribuées. Cette distribution se termine 11 jours avant le début du scrutin, c'est-à-dire ce vendredi. Et à partir de ce moment, il y aura un procès verbal qui détermine le nombre de cartes distribuées, le nombre de cartes restantes et un pli scellé. Et bien, ce procès verbal sera remis à l'ensemble des représentants des candidats et les cartes restantes seront remises aux autorités avec aussi un procès verbal de remise. À peu près 460 000 et quelques sont déjà distribués au 17. Maintenant, nous attendons ce soir pour avoir une situation nette et claire avec laquelle nous allons aux élections. Le fichier électoral tel que on nous a expliqué, le fichier électoral semble être un fichier vraiment fiable parce que c'est biométrique. Il serait très difficile pour un Sénégalais de faire le vote multiple. Est-ce que vous voyez, et si déjà le matériel électoral est impeccable, de bonne facture, ça veut dire que l'encre est indélébile, ça serait très difficile, n'est-ce pas, qu'un Sénégalais puisse aussi multiplier dans des votes multiples. Les observateurs électoraux prévoient de se déployer partout dans la mesure du possible, notamment en Casamance. Objectif, veiller à la transparence du scrutin de ce dimanche. Et on reste dans l'ambiance de la campagne avec avec ces femmes, cet appel des femmes diplômées des universités. Elles ont élevé la voix pour demander aux acteurs engagés dans la course à la présidentielle et de manière générale à toute la population à œuvrer pour la paix. Dans le même temps, l'association sénégalaise des femmes diplômées des universités a dit son inquiétude quant à la grève des enseignants. Je vous propose à ce sujet d'écouter la réaction de Mariam Sissetia, mais elle est la présidente de l'association.
Il est interrogé par Ibrahim Andong. Les élections, que ce soit des élections présidentielles ou locales, constituent un moment d'évaluer, de réformer éventuellement les modes de gestion de la chose publique dans le but d'atteindre la bonne gouvernance. Il doit être garanti pour que tous, en tout cas qui sont concernés par ce vote, que l'on puisse aller exprimer ce vote personnel. Et je pense que cela doit se faire dans la paix, en respect de l'autre et en vue de construire la grande démocratie qui concerne toute la nation sénégalaise. La paix est le soubassement de toutes nos actions que nous menons et nous pensons que c'est par l'éducation que nous devons faire la promotion de la culture de la paix. Et nous ne pouvions pas rester muettes. Et pour l'état actuel, nous voulons aussi faire revenir la paix dans ce système éducatif et de façon plus précise, éviter cette année qui risque d'être une année blanche. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes là en tant que mère, en tant que sœur, en tant qu'épouse, pour dire et appeler à tous ces acteurs de se réunir ensemble et que massivement, en bloc, que l'on puisse essayer de résoudre donc les problèmes auxquels donc est confronté le système. Et particulièrement pour ce qui concerne cette année, c'est de pouvoir sauver cette année pour éviter une année blanche qui risque d'hypothéquer toute cette formation qui est déjà dispensée et bien sûr qui peut avoir donc des effets pour toute une génération. Vous me posez des questions, d'accord. C'est pour ça que je me mets plus à... Exactement. Alors, on est, comme vous l'avez certainement deviné, on est avec l'un de nos invités, puisqu'on a deux invités, je vous ai annoncé tout à l'heure, le ministre en charge des élections, Chergué, mais par souci de galanterie, eh bien, d'abord, la présidente du CNRA, Madame Nancy Ndiaye-Ngom. Bonsoir, Madame la Présidente. Bonsoir. Vous êtes la présidente du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes là parce que, comme tout le monde le sait, on est à moins de 48 heures du scrutin. Un scrutin justement pour la préparation donc duquel vous avez joué un grand rôle, le CNRA. Je rappelle, c'est vrai qu'on vous appelle les gendarmes un peu des joutes électorales, mais vous ne préférez pas le terme gendarme. On va revenir, si vous le voulez bien, sur ce bilan à mi-parcours. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan à mi-parcours de vos activités depuis presque maintenant 21 jours de campagne? Non, 21 jours. Vous enlevez les 30 jours de pré-campagne. Exactement. Donc nous sommes déjà sur le terrain depuis un mois et 21 jours, une vingtaine de jours aujourd'hui. Tout à fait. Vous savez que la campagne se termine aujourd'hui à minuit et que demain c'est vraiment un jour de veille. Et depuis lors, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, qui, comme son nom l'indique, doit superviser l'ensemble de la campagne au niveau des médias, de manière générale, audiovisuel comme d'habitude, mais s'y ajoute la presse écrite. Et durant la pré-campagne et la campagne, comme le lui indique et le lui donne droit la loi électorale en son article 103. Donc depuis lors, nous avons commencé par par des séances de sensibilisation en rencontrant l'ensemble des acteurs que sont la presse, les partis politiques, ainsi que la société civile. Nous avons commencé cela avant la pré-campagne. Et après, nous nous sommes, si je puis dire, durant toute la campagne, nous nous sommes retirés. Et cette fois-ci, c'était véritablement en symbiose avec la RTS. Parce que vous savez que la transmission de la campagne, telle que prévue par la loi électorale, est organisée et supervisée pratiquement par le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, mais mise en œuvre par la RTS. Et cette obligation pèse spécialement sur le média de service public que constitue la RTS, la radio et la télévision sénégalaise. Et de manière générale, est-ce que vous avez été satisfait justement par rapport au déroulé On arrivait là, et pour vous dire que, comme d'habitude, parce qu'il faut le rappeler, c'est notre deuxième campagne présidentielle. Nous avions déjà fait ensemble une campagne législative et nous avions aussi fait une campagne locale. Et à chaque fois, avec professionnalisme
éthique et déontologie. Vous avez véritablement tiré votre épingle du jeu et vous avez déféré à toutes les injonctions. Des fois, c'était sous la pression. Merci. Hein, absolument. Vous avez aussi fait preuve de professionnalisme, faut-il le rappeler. Et à chaque fois, vous avez corrigé. Et pour vous dire, contrairement aux autres campagnes, cette fois-ci, nous n'avons pratiquement pas eu de réclamation de la part des partis politiques. Un vrai record alors? Un vrai record, ça il faut le soulever. Nous n'avons pas eu pratiquement à prendre de décisions concernant des plaintes venant des partis politiques. Ce qui suppose qu'ils ont été satisfaits de la manière dont la campagne s'est déroulée les concernant, en tout cas pour ce qui concerne la RTS. Alors, deux décisions justement, vous en avez pris, notamment par rapport à la journée de demain, qu'on peut considérer finalement comme une journée morte côté médias. Puisque vous avez sorti un communiqué d'ailleurs en ce sens, également un autre communiqué pour dire qu'effectivement, repréciser, d'autant plus que beaucoup de médias, certainement, et vous l'avez même dit, vous ont, vous ont en tout cas demandé de surseoir. Alors, qu'en est-il exactement et qu'en sera-t-il justement de cette journée de demain? Mais on a rappelé les principes. Le principe, c'est de faire en sorte qu'ils avaient 21 jours pour s'exprimer et parler au peuple. Ils l'ont fait. Ce jour est un jour tampon avant l'ouverture des bureaux de vote. Il faut se reposer, se reconcentrer et aller voter. Se requinquer, aller voter. C'est fait exprès par le législateur. Et vous savez que le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a pour vocation d'appliquer la loi. C'est pourquoi nous avons déjà fait un communiqué. Nous avons reprécisé par un autre communiqué pour demander qu'il n'y ait pas de dérive par rapport à cela. Alors je rappelle que nous recevons dans 20h Madame Nancy Ndiaye-Ngom, elle est la présidente du Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Avant-dernière question, Madame la Présidente, si vous le voulez bien, pour un petit peu rappeler donc les dispositions que vous avez prises pendant justement cette campagne et finalement leur pertinence. Vous pouvez y revenir en 2 points ou 3 si vous voulez bien. Rapidement, pour dire que comme on a eu à le rappeler, vous savez que nous devons, avant l'ouverture de la campagne, procéder au tirage au sort des candidats. C'est un tirage définitif et qui est fait en présence de tous les mandataires. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Pour l'ordre de passage, avant au niveau du journal de campagne. Et ça procède par roulement du premier au dernier et le dernier repasse jusqu'à l'épuisement total des 21 jours. Et je crois que ça s'est fait sans un véritable travail de calcul. De fourmi. Et ça s'est fait en présence des candidats. Et avant cela, compte tenu du nombre de candidats qui étaient de 14, nous avons fixé le temps de parole de 15 à 5 minutes. Et c'était le même temps de parole pour chacun des candidats. Le maître mot, c'est l'équité. Non. L'égalité. L'égalité. Pour la présidentielle, il n'y a pas d'équité. L'égalité. L'égalité parfaite pour chaque candidat. Et c'est la magistrate qui parle ici. Absolument. Pour chaque candidat. Et ensuite, c'est important de le rappeler, la RTS a mis en place tout un dispositif composé d'une équipe complète de prise de son, d'image, etc. Une équipe complète de presse attachée à chaque candidat pendant les 21 jours, 24 heures sur 24. Ça aussi, c'était extrêmement important de le dire. Et une fois qu'ils avaient pris les images, et il y a un mandataire du candidat qui est désigné. Et une fois que ces images ont été prises sur la base d'une fiche de montage, ils devaient revenir au niveau de la RTS, monter les images sous l'œil du mandataire, sur ses recommandations. Et c'est cette fiche-là qui nous était retournée, nous, pour nous permettre de visionner l'élément et de voir si ça correspondait à l'ensemble des indications données par le mandataire, visées par le mandataire. Et s'il y avait que vous avez pu vous rendre compte dans nos observations, veillez à tel son, veillez au bruit, veillez aux minutes en plus, veillez aux secondes, veillez à telle image que le candidat avait demandé et qui ne nous paraît pas, etc. Je vous souviens,
C'était important. Par exemple, pour Ibrahim Fall, à titre d'exemple, à un moment donné, il y avait une image sur la Zavia qui n'apparaissait pas. On a demandé à ce que aussitôt, vous avez réagi. Ceci pour souligner votre capacité de réactivité par rapport à toutes les injonctions du CNRA. Pour vous, encore une fois, vous féliciter par rapport au travail que vous avez fait. Merci pour toutes les équipes qui ont eu à travailler sur le terrain, et bien sûr nous associons à ces remerciements et à ces félicitations, bien sûr votre directeur général et toute l'équipe, et aussi bien sûr réitérer, j'aurais dû commander mais je l'ai déjà fait dans mon interview, réitérer toutes mes condoléances. Mes condoléances, nous les présentons à nous d'abord, parce que nous avons beaucoup partagé avec cet homme, qui est un homme de devoir et qui est mort au devoir. Que Dieu l'accueille en son paradis. Et nous présentons nos condoléances à toute la famille de la presse, à nous-mêmes et aussi à sa famille. Merci Madame la Présidente. Peut-être une dernière question, si vous le voulez bien. Alors, l'exercice de veille va-t-il se poursuivre? Et puis finalement, un monitoring certainement sera disponible, pour ne pas dire un rapport. Qu'allez-vous faire de tout ça finalement? Et est-ce que l'exercice de veille va continuer? Elle est permanente, elle existe. Ça ne fait que s'intensifier pendant la période électorale. Mais on a un exercice de veille dans notre salle de monitoring que nous avons au niveau de nos locaux, et 24 heures sur 24, même si l'équipe n'est pas là, nous enregistrons. C'est ce que j'appelle l'œil de Moscou, et nous vous suivons. Alors peut-être toute dernière question, je vous promets que c'est la dernière question. Pour le jour du scrutin, y a-t-il des dispositions que vous avez prises justement pour la couverture médiatique? Nous suivons. Vous savez que la loi électorale à ce titre-là est très souple, parce que contrairement à d'autres pays de la sous-région, il faut le souligner, c'est une avancée démocratique. Dès que les bureaux de vote ont publié les résultats, oralement, ils les affichent. Et la presse relaie, ce qui ne se fait pas dans la sous-région, où nous avons eu à participer à des processus électoraux, notamment le Bénin, le Togo, etc. Pour vous dire que ce sont quand même des avancées qu'il faut souligner, et que la presse peut aussitôt relayer ces résultats. Même si ce sont des résultats provisoires. On vous remercie Madame la Présidente. C'est moi. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on recevait Madame Nancy Ndiaye-Ngom, présidente du CNRA. Alors que les dernières heures de cette campagne se déroulent, la rédaction s'intéresse au support qui joue un grand rôle, il faut le dire, dans la communication des candidats. Mais d'où sortent ces t-shirts, casquettes, drapeaux et autres banderoles qui le plus souvent sont bien après les joutes électorales jalousement gardées et conservées par les militants? La magie de la sérigraphie fige à jamais les sourires et assurances des candidats. Est-ce à dire que les professionnels de ce secteur se frottent les mains en cette période de campagne? Élément de réponse avec ce sujet de Claire Diop. La sérigraphie est une technique d'imprimerie qui utilise des écrans de soie interposés entre une encre et un support. Du papier, du carton, du textile, du métal, du verre, du bois peuvent être utilisés. La sérigraphie permet d'imprimer des motifs de façon répétitive afin de donner un message. En cette période de campagne électorale, les sérigraphes sont très prisés par les candidats. Le but visé, avoir une bonne communication. Honnêtement, on en a fait beaucoup, mais cette année, honnêtement, j'ai pas beaucoup participé côté communication, parce que j'avais voyagé. Mais là, je côtoie tous les politiciens, tous les candidats. On fait beaucoup d'impressions. Les sérigraphes offrent une multitude de services aux candidats. À quelques jours de la présidentielle, le visage de Dakar a changé. L'on ne peut plus faire 100 mètres sans voir photos, banderoles et affiches des prétendants au fauteuil présidentiel. J'ai eu des échos en disant que oui, certains ont tiré 50 000, 30 000, 100 000, mais là, on m'a envoyé plein de propositions, mais c'était des nombres colossaux, hein. Ça veut dire 50 000, 100 000 t-shirts, mais là... Et pourtant, les sérigraphes affirment que les affaires n'ont pas marché comme en 2007, un phénomène que ces derniers ne peuvent pas expliquer. Comme tout vendeur, ils attendent les clients. Parce que gars yi seen affaire
Vous savez, avant c'était plus intéressant, mais pour cette élection, je n'ai pas beaucoup de clients. J'ai eu seulement la chance de faire des t-shirts pour quelques candidats. J'ai également confectionné des casquettes pour eux. Mais à vrai dire, il faut préciser que le nombre n'est pas très important. Peut-être qu'il n'y a pas assez de liquide par rapport à cette année. Je crois qu'il ne veut pas trop investir, trop être sur le devant. Ils ont beaucoup ralenti. Cette année, ils ont beaucoup ralenti par rapport à 2007. Je crois qu'ils l'ont fait à l'étranger. Parce qu'il ne veut pas qu'on le suive derrière et qu'on se... je crois. Le métier est artistique. L'atout premier de la sérigraphie est la richesse de ses couleurs et de ses formes. La présidentielle de 2012 n'a pas été à la hauteur des attentes de ces artistes. En attendant le jour J, ces sérigraphes croisent les doigts et espèrent enfin faire de bonnes affaires. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué de la Cour d'appel de Dakar. Il est porté à la connaissance des candidats à l'élection présidentielle du 26 février 2012 que les travaux de la Commission nationale de recensement des votes démarreront le lundi 27 février 2012 à 16h à la salle de réunion de la Cour d'appel de Dakar. On poursuit le journal et avec cet appel au calme du collectif des associations de développement de Mbour, la structure s'est réunie afin de sensibiliser sur l'importance de la paix, surtout en cette période d'élection. Abdoulaye Sinkare. Intéressés, des chefs coutumiers et imams de Mbour ont prêché pour la préservation de la paix. Le contexte préélectoral est assez tendu et les affrontements ne règlent pas la situation. Ici, le mot d'ordre est clair. Stop à la violence. Nous devons donc aujourd'hui réfléchir. Mais à qui profite cette violence et à qui profite cette paix? Moi, je crois que cette paix profite à la population sénégalaise. Cette paix profite à la couche laborieuse de ce pays. Et cette paix profite à la couche la plus démunie de ce pays. Les jeunes qui constituent l'essentiel de l'assistance ont été invités à aller retirer leurs cartes pour participer à l'expression démocratique du peuple dans le calme et la sérénité. Oui, la paix pour ne pas sombrer par exemple dans une violence aveugle, comme cela s'est passé à Rufisque où même le mât des couleurs nationales n'a pas été épargné par la furie des manifestants. Cela s'est passé à la gendarmerie de Rufisque, objet d'attaque au cours des manifestations de la semaine dernière. D'importants dégâts matériels ont été notés. Louis-Philippe Sagna. Un ordinateur, des rideaux, portes et fenêtres, bref, d'importants équipements brûlés par des malfaiteurs. Le décor n'est pas beau à voir dans cet état-major indispensable à la sécurité des personnes et des biens à Rufisque. Incroyable, mais vrai, le mât des couleurs nationales, un des symboles forts de la nation, n'a pas échappé à cet acte de sabotage. Malgré la blessure d'un des leurs, les hommes en bleu sont restés fidèles à leur devise, honneur, patrie. Ils ont gardé le sang-froid pour éviter le pire. Déjà, les dégâts sont considérables. Même les arbres qui sont à la devanture ont eu leur part de feu. Du feu qui aurait pu causer une catastrophe n'eût été l'intervention rapide et efficace des secours. Il faut rappeler que dans cet état-major, il y a des armes et des munitions qui doivent être bien protégées. La gendarmerie nationale espère ne plus accueillir une telle visite qui, en réalité, n'honore personne. En somme, c'est un acte qu'il faut tout simplement condamner. La méthode kangourou, on parle de la patientée, une alternative efficace aux couveuses. L'hôpital d'enfants Albert Royer l'a expérimenté. Mieux, la structure hospitalière est bien soutenue en cela par l'UNICEF, a obtenu en 6 mois seulement des résultats encourageants. Aujourd'hui, les autorités sanitaires, forts de ce succès, envisagent la mise à l'échelle de la méthode. Oumar Diaw. Un jeune papa visiblement maladroit s'essaie au kangourou. Inspirée de la nature et plus précisément du marsupial australien, la méthode a été adaptée aux humains par un Colombien à partir de 1978. Elle a fait le tour du monde et l'hôpital Albert Royer s'y est mis depuis 5 mois. Très récemment, donc au début du mois de septembre, avec l'appui de l'UNICEF. Donc c'est une méthode qui permet à une maman qui n'a pas pu mener sa grossesse à terme, donc de s'occuper de son enfant, de le faire croître en évitant ce qu'on appelle les soins conventionnels qu'utilisent les couveuses. Donc la couveuse étant une enceinte donc, qui permet de produire de la chaleur et de faire et de garder les prématurés jusqu'à ce qu'ils arrivent à terme.
Les avantages sont réels. La méthode a prouvé son efficacité dans plusieurs pays et apparaît comme un moyen important de lutte contre la mortalité néonatale. Les bénéfices sont multiples, tant pour l'enfant que pour sa mère, mais rien ne s'oppose à ce que le père fasse le kangourou. C'est le cas de cet homme, qui plus est, a des jumeaux. Souvent, c'est les mamans qui s'occupent des nouveau-nés, mais elle peut être également faite par le papa et d'une façon plus large par l'entourage familial, que ce soit les tantes, les grands-parents. En tout cas, la méthode fait de nombreuses émules. Il y en a qui la trouvent plus avantageuse que les couveuses. Comment la méthode kangourou? Si vous me demandez de choisir entre la méthode kangourou et les couveuses, je choisis tout de suite le kangourou. L'option couveuse exige un séjour dans un établissement de santé équipé et donc des frais d'hospitalisation. Or, avec la méthode, il n'y a pratiquement aucune dépense à effectuer. De plus, l'allaitement exclusif au sein est garanti. C'est une méthode qui va favoriser cet allaitement maternel parce que les femmes restent avec leur enfant 24 heures sur 24. Et l'enfant est alimenté à la demande, donc il n'y a pas besoin réellement d'utiliser du lait artificiel ou une autre technique d'alimentation. Certains enfants sont admis quelques jours en couveuse. Une fois les conditions réunies, ils sont remis à leurs parents pour le kangourou. Auparavant, ces derniers sont sensibilisés à tout ce qui concerne la méthode, qui présente un grand intérêt pour les autorités sanitaires. Nous attendons à ce que vous nous accompagniez sur le terrain pour également capaciter les acteurs qui sont dans les régions et dans les districts. Parce que la mortalité néonatale, c'est partout. Des expériences comme celle-là doivent être passées à l'échelle. L'UNICEF est prête à accompagner une telle dynamique. Absolument, on a déjà fait beaucoup, mais on est à disposition du gouvernement, du ministère de la Santé. Facile et pas cher, la méthode kangourou a fini de convaincre les plus sceptiques. C'est un moyen adapté à nos économies et à nos structures familiales. En moins d'un semestre, ce sont des dizaines d'enfants qui ont été ainsi pris en charge avec succès grâce au service de néonatologie d'Albert Royer. À présent, on vous propose de regarder un peu ce qui se passe sur le reste du continent, l'actualité sur le continent en Somalie. La communauté internationale s'engage à rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays. Par ailleurs, elle annonce aussi une intensification de la lutte contre le terrorisme. Au terme d'une journée de débat, la communauté internationale s'est engagée jeudi à Londres à rétablir la sécurité et la stabilité en Somalie. Des promesses fermes de soutien politique, financier et humanitaire, mais aussi une série de mises en garde et des conditions strictes adressées aux autorités de la transition dont le mandat va prendre fin. Cela doit être clair, la communauté internationale ne pourra soutenir aucune prolongation du mandat des institutions fédérales de transition au-delà de la date fixée, août 2012. Concrètement, la communauté internationale s'engage à renforcer la force de l'Union africaine. Elle promet d'aider le pays à former ses propres forces de sécurité. Les actions menées contre les pirates et les terroristes qui sévissent dans l'océan Indien seront intensifiées. Maurice, Tanzanie et Seychelles ont accepté de poursuivre en justice les pirates. Somaliland et Puntland se chargent d'ores et déjà d'emprisonner les pirates condamnés. Initiateur et hôte de cette conférence, le Premier ministre britannique a annoncé la création d'un fonds de stabilité pour la Somalie. Mais il a appelé les Somaliens à mettre en place un nouveau gouvernement moins corrompu et responsable devant son peuple pour que l'aide financière internationale bénéficie réellement aux Somaliens. À Mogadiscio, la conférence de Londres a suscité un réel espoir. La ville a été désertée par les combattants islamistes sous la pression militaire conjointe de l'armée, du gouvernement de transition et de la force de l'Union africaine. Il y a 6 mois, cette ville était un vaste champ de bataille. Nous avions seulement 0,5% de chances de faire la paix. Aujourd'hui, nous avons 80% de chances de voir la paix s'installer dans notre capitale. Les signataires du communiqué final de la conférence de Londres refusent toute idée de négociation avec les Chebabs. Tout sera fait pour renforcer les fragiles progrès enregistrés sur le terrain. Une réunion de suivi est prévue en juin prochain à Istanbul.
Retour à l'actualité nationale par le sport et comme promis dans les titres, Week-end Sport s'installe avec Koumba Diakhatemar. Bonsoir Koumba. Bonsoir Nafi. Alors ce soir on est gâtés, on aura du tennis, du ski, de l'athlétisme, encore on aura de la lutte, mais on commence par le sport roi, le football avec ce match Sénégal-Afrique du Sud, 2 jours après le scrutin de dimanche, le 29 février. Le 29 février, match amical Nafi qui intervient au lendemain de l'élimination précoce du Sénégal à la CAN et au lendemain aussi du limogeage du coach Amara Traoré, l'entraîneur intérimaire Karim Sega Diouf, lui a convoqué 22 joueurs pour ce match contre l'Afrique du Sud. Dans ce groupe, il y a 7 olympiques. Le sélectionneur revient sur les critères qui ont prévalu. Nous l'écoutons dans un entretien qu'il a accordé à Omar Dia et Ndaïdom Diouf. C'est un extrait de l'émission Temps Fort. Les critères maintenant, pour n'en citer que quelques-uns, c'est le talent, c'est la forme du moment, la compétitivité au niveau de son club et maintenant aussi l'engagement patriotique vraiment alors à défendre les couleurs nationales. Voilà quelques-uns des critères sur lesquels nous nous sommes appuyés en tenant aussi compte vraiment aussi de la complémentarité alors par connaissance de certains joueurs, dont la présence par exemple en défense de Zarko Touré, de Oblaïba, de Pambia Soare, alors qui ont partagé beaucoup de matchs en Olympique. Alors pour ne citer que cet aspect au niveau de la ligne de défense. L'autre aspect maintenant, bon, c'est le match vers lequel aussi nous nous a imposé aussi d'insister sur un groupe mixte. C'est que le groupe qui va en Afrique du Sud, alors englobe dans son sein 7 olympiques. Donc c'est déjà important pour la préparation du match du 23 avril dans le cadre des éliminatoires des Jeux olympiques. L'intégralité de l'entretien avec Karim Segedou, vous l'aurez demain à 14h30 dans l'émission Temps Fort avec Omar Dia et Ndaïdom Diouf. Alors c'est bien noté dans nos agendas et pour parler d'athlétisme, de ski et de tennis, on fait un tour. D'abord athlétisme, on a fait avec un record du monde russe en saut à la perche et puis ski, le Suisse Didier Kusch continue de réaliser des exploits à 37 ans passés. Didier Kusch, plus que jamais héros national. Devant son public à Crans-Montana, le skieur suisse a été le plus rapide en Super G. À 37 ans, c'est encore le temps des exploits. Sur une piste parsemée de pièges, l'ancien garçon boucher a offert à tous les Suisses une belle tranche de glisse. Ses supporters vont le regretter. Kusch a en effet décidé de s'arrêter à la fin de la saison. Albano Olivetti est ce qu'on appelle un gros serveur. 2,02 m et des pointes à plus de 220 km/h. Ce jeune Français de 20 ans qui a battu hier le numéro 8 mondial est la révélation du tournoi de Marseille. Classé 388e, il a atteint les quarts de finale pour sa première compétition chez les pros. Mais face à Michael Laudra cet après-midi, le rêve a pris fin en 2 manches 7-6, 7-5. Olivetti n'a pas tout perdu, il devrait faire un bond de 100 places au classement. Voici la femme la plus haut perchée du monde. Un saut à 5,01 m pour la Russe Elena Isinbayeva. À Stockholm, elle améliore d'un petit centimètre son propre record du monde en salle. Après le tsar Bubka, il y a quelques années, voici la tsarine Isinbayeva qui n'en finit pas de régner sur la discipline. Allez, c'est beau tout ça. Et puis on parle aussi d'un autre sport qui est aussi un sport roi chez nous, la lutte, avec le drapeau de la paix qui a vécu à Saint-Lukumba. Et Nafi, c'est l'association Vision Travail Compétences qui a organisé ce gala de lutte, la première du genre. Le grand combat a vu la victoire de Boyojo, de l'écurie Pikin Mbolo sur Bekay 3 de l'écurie Batensiki. Cela s'est passé au stade de Maître Babacar Sey de Saint-Louis, le parrain Ahmed Fall Braya que nous écoutons. Ce drapeau a pour slogan la paix. Drapeau
Djamji comme on dit. Ils ont organisé un combat qui fédère toutes les jeunes de toutes sensibilités confondues de la ville. Et au-delà de cette action, moi je m'en glorifie parce que j'ai été choisi comme parrain de cette soirée, de cette manifestation, qui me paraît très importante parce que au vu de la mobilisation, au vu de l'engagement des jeunes de la ville, je dirais que bravo aux jeunes et à leur président. Pour finir, Kumba, des annonces. Des annonces avec la petite catégorie football match de gala ce samedi entre Marché Sport et Révélation Future. Samedi à partir de 8h30 au terrain Tourelle Guy en face stade de Demba Diop, catégorie Poussin et Benjamin. Et puis le lendemain, dimanche, au terrain du groupement national des sapeurs-pompiers du Dieuppeul, catégorie junior et cadet. Il y a Kiki Sport qui fera face à Mam Rokaya et donc à partir de 9h, les cadets et les juniors à partir de 10h au terrain des sapeurs-pompiers Nafi. Et nous avons bien sûr noté tout ça. Kumba, merci pour ces informations sportives. Très bonne soirée à toi, très bonne soirée à vous. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle l'information phare de la soirée. Le scrutin se tiendra donc à date échue, c'est-à-dire dimanche 27 février. Vous avez eu la réaction donc dans nos différents reportages pendant cette édition de 20h, donc les réactions des différents acteurs engagés dans ce processus électoral. Toutes nos excuses puisque nous vous avions promis le ministre en charge des élections, Cherkey. Nous avons eu également le plaisir d'accueillir sur ce plateau la présidente du CNRA. Très bonne suite de programme à tous. Au revoir.